trois enfants sont merveilleuses, mais Romy, elle a une espèce de présence, puis elle amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur autour d'elle. C'est des moments difficiles à passer, mais elle n'est pas une difficulté en soi. Elle amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses extraordinaires. Mon père me l'a toujours dit, pas capable, il est mort, essaye. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis ça n'existe pas, le mot pas capable. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire le planche à neige, puis ils ont leurs deux jambes, ils ont toute leur grandeur, leur équilibre. Mais pourtant, j'en fais. Écoute, j'aurais échangé ma vie avec rien au monde. Tu sais, ça fait 4 ans, puis j'ai un peu l'impression que je suis encore en miettes. Tu sais, je pensais que dans la tête de la population générale, c'était comme réglé que les gens savaient qu'une personne handicapée peut avoir des enfants. Mais manifestement, c'est pas si clair que ça. Constater qu'un obstacle ou une limite vient brimer notre liberté ou encore freiner nos objectifs de vie n'est pas chose facile. Encore moins lorsqu'il s'agit d'une contrainte physique permanente. C'est le défi que doivent relever tous ceux qui vivent avec un handicap, peu importe la cause. Dans une société qui laisse peu de place à la différence, comment ne pas succomber au découragement? Est-il possible, malgré tout, que le handicap devienne un moteur de dépassement de soi? La grande peur, je pense, de bien des gens, c'est le handicap. Si ça m'arrive, qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce qui arrive quand ça t'arrive? Est-ce que ça change ta perspective? Est-ce que des gens qui ont une limite physique peuvent être heureux, avoir une bonne estime d'eux et bien vivre? Il y aurait environ 15% de la population mondiale qui souffre d'un handicap. Il peut y avoir des handicaps innés. On va naître avec le handicap, là, que ce soit une maladie génétique ou que ce soit arrivé à l'accouchement. C'est sûr que tout le long de notre vie, on vit avec. Puis un handicap acquis, on va se développer, on va vivre une vie, puis à un événement X, la maladie ou un accident va arriver, puis après, on va apprendre à vivre avec. Donc, c'est sûr qu'on a affaire à des pertes, on a affaire à des deuils, tandis qu'un handicap inné, on n'a pas connu autre chose. Jean-Nicolas Véraud et sa blonde décident d'agrandir leur famille et pendant la grossesse, ils se rendent compte qu'il y a un problème. Un petit problème, qui devient peut-être un plus gros problème, qui finit par être un handicap. C'est le pire cauchemar des parents. Et ils en sont ressortis, grandis, plus forts, avec de l'espoir. Charlie Rousseau, c'est la fille qu'on a vue dans Méchant Malade, qui vit avec un handicap congénital, qui est lumineuse, qui est belle. Comment cette fille-là peut être aussi bien et heureuse, alors qu'il y a du monde qui ont tout ce qu'il faut et qui n'y arrive pas? Comment elle a pu acquérir, développer, solidifier toute cette estime d'elle qu'elle a? Maxime Girard, c'est pas compliqué, c'est le pire cauchemar de tout le monde. T'es jeune, t'es un athlète de cirque, ton corps te permet de faire de l'art. Il commençait à réaliser son rêve d'être artiste de cirque, bang, une chute, fracture cervicale, et aujourd'hui il est tétraplégique. Et la grande question, c'est est-ce que c'est possible de trouver un sens à la vie quand un accident comme ça arrive? Ça fait 15 ans que je connais Chantal Petitclerc. C'est une fille qui a brisé des barrières malgré un handicap. Elle est même devenue mère, passé 40 ans, dans un fauteuil roulant. Comment tu fais pour arriver à vivre aussi bien et en paix avec ton handicap? Romy Ça, je peux pas. Non, il n'y a pas de je peux pas. Fais-le, défonce les porte-pots, va voir les gens qui peuvent t'aider à atteindre tes buts. Être artiste de cirque, c'était vraiment un rêve, là. On est là, on est payé à travailler, à voyager partout à travers le monde. On vit de notre art, on travaille avec notre corps. Tu sais, on est physique, on est artistique, on va toucher les gens.
Tu sais, c'est vraiment une vie de rêve, là. Donc, c'est ça. J'ai vraiment l'impression que plus on est haut, plus on aime notre vie, c'est sûr et certain que plus on tombe bas. Puis moi, j'ai ben de la misère à me remonter à cause de ça. Le 19 février 2013, la vie de l'acrobate Maxime Girard bascule. À 23 ans, il fait une mauvaise chute au trampoline lors d'un spectacle au Moyen-Orient. L'accident le laisse tétraplégique. Il ne pourra plus jamais sentir les membres de son corps en bas de son cou. Il est privé de l'usage complet de ses bras et de ses jambes. Pour un acrobate, c'est un double deuil puisque c'est son corps qui lui permettait de réaliser ses rêves. J'en sais que tu montres des souvenirs de cirque, ceux que tu préfères. Ça, c'était à mon épreuve synthèse, l'examen final de l'école. Et ça ici, c'est quand j'ai travaillé pour le Cirque du Soleil. C'était au Koweït. Donc, le premier contrat que j'ai fait, non seulement avec le Cirque du Soleil, mais à l'extérieur du pays. Ça, c'est quand j'ai fait une compétition en Suisse, Young Stage, que ça s'appelle. Fait que ça, c'était ta spécialité, le cerceau aérien. Ouais. Mais quand tu as eu ton accident, c'était sur un trampoline. Exactement, ouais. Tu sais, ce qui est un peu ironique là-dedans, c'est que on voit souvent tellement de personnes se perdre dans les airs, puis on se dit « Oh my God, c'est sûr et certain que cette personne ne se relèvera pas sur ses pattes. » Mais finalement, la personne se relève, il n'y a aucun problème. Alors que moi, dans mon cas, je me suis perdu un peu dans les airs, après ça, je suis atterri sur le matelas, croche, sur le côté du cou. Tout le monde était comme « Ah, ok, tu sais, il s'est perdu, ça va. Il va se relever. » Mais finalement, c'est ça, tu sais, je me suis jamais relevé. Le bon angle, la moelle a été sectionnée, donc c'est une question de chance ou de malchance. Et là, évidemment, moi, la seule chose que je disais, c'était, écoutez, je sens plus mes bras, je sens plus mes jambes. Et là, on voit un peu les gens paniquer, évidemment. Puis là, un moment donné, blackout total. Et moi, dans le fond, j'ai été 1 mois à l'hôpital à Oman. Et ensuite, j'ai été transféré en avion-ambulance à Montréal. Il y a un médecin qui est juste venu dans ma chambre, m'a réveillé et littéralement m'a dit tu ne marcheras plus jamais. Est-ce que tu sais à ce moment-là quels sont les dommages puis à quoi ta vie va ressembler? Non. On est nourri à l'espoir. Puis là, on fait un peu ce qu'on peut, même si ça ne bouge pas. On s'entraîne là, pour prendre du muscle. Et tu sais, j'ai fait ça pendant des mois et ça n'a quasiment rien donné. Là. Parce que j'ai plus assez de muscles avec lesquels travailler. Moi, en plus, j'étais en isolement parce que j'ai attrapé une bactérie multirésistante au Moyen-Orient. Fait que là, j'étais ici et en plus, j'étais toujours confiné dans ma chambre, toujours seul, à faire ma réhabilitation seul. Fait que tu sais, tu peux même pas parler à d'autres gens, parler un peu de comment tu te sens. Fait que ça a été vraiment, là, ouais, on peut dire l'enfer, mettons. Je me rappelle d'avoir fait des deuils, de me dire, OK, bon, oublie les jambes, OK, je marcherai plus, OK, c'est correct. OK, mais là, au moins les bras, là. Tu sais, là, les bras, ça serait vraiment bien, là. OK, bon, on va oublier les mains. Mais au moins les poignets, là, tu sais. Au moins un peu de triceps. Fait que c'est sûr et certain que à chaque deuil, ben, ça diminue ta qualité de vie. Il m'avait dit que je serais probablement ventilodépendant pour le restant de ma vie. Ce qui veut dire que je suis pas capable de respirer. Donc, j'ai toujours une machine avec moi qui respire à ma place. Mais en 2 mois, comme de fait, j'ai réussi à me libérer, à me sevrer de cette trachéotomie-là que j'avais. Donc, ça, évidemment, c'est bien. Je peux même pas m'imaginer aujourd'hui avoir une machine pour respirer. Là. Donc, évidemment que ça a été un gros progrès. Est-ce que tu peux continuer en réhabilitation ou en ce moment, tu es au maximum de ce que tu peux aller chercher? En ce moment, je suis au maximum de ce que je peux aller chercher. Je veux pas non plus dire que mon malheur est pire que celui de n'importe qui. Mais tout ce que j'avais, tout ce que j'aimais, je l'ai perdu. Donc, tu sais, moi, j'étais artiste, je voulais être artiste encore. Et là, j'en ai fait quoi, 3 ans. Donc, je vais vivre toute ma vie avec un goût amer. C'est ça qui est dommage, c'est que je sais que je ne serai jamais capable de dire je suis heureux et j'apprécie ce que j'ai.
Avoir un handicap, c'est un gros, dépendamment des pertes là, qu'on a, c'est un gros deuil, en fait, de qui on était avant. Puis malheureusement, il y en a pour lesquels c'est beaucoup plus difficile. Le deuil peut être beaucoup plus long. Si ça atteint aussi le handicap, par exemple, ta profession, ça atteint tes mains, tu étais pianiste. Mais en même temps, je pense que pour beaucoup, la personnalité de la personne, son attitude, la façon de prendre les choses, détermine beaucoup la façon que la personne va apprendre à vivre avec cette nouvelle réalité-là, en fait. Ben oui, c'est sûr que le plus tu as vécu avant, le plus tu as à perdre. Tu sais, quand tu te dis, écoute, j'aurais échangé ma vie avec rien au monde. Tu sais, ça fait 4 ans, puis j'ai un peu l'impression que je suis encore en miettes. Ce qui aide beaucoup, c'est la faculté de l'être humain à oublier. Je ne sais plus c'est quoi être amoureux. Je ne sais plus c'est quoi avoir une vie sexuelle. Je me rappelle plus c'est quoi le sentiment. C'est quoi que ça fait de marcher. C'est quoi que ça fait d'être autonome, tu sais. Est-ce que tu regardes souvent tes souvenirs? Moins maintenant, mais les premières années, très, très, très souvent. Puis qu'est-ce que ça te fait quand tu les regardes? C'est toujours mitigé. Ça fait mal, mais ça fait du bien. N'étant pas fan de ma vie d'aujourd'hui, disons que au moins de regarder ce que j'ai fait, d'en être fier, puis de me dire au moins ça, je les ai vécus, c'est des bons moments, puis personne ne peut me les enlever, tu sais. Ah ben? Mais la vie de Maxime est transformée et sa réalité de tétraplégique est cruelle au quotidien. Si c'était à refaire, est-ce que tu serais acrobate? C'est drôle, parce que je me suis posé cette question-là souvent. De me dire, si j'avais à choisir entre avoir eu une vie complètement normale, sans cirque, ou avoir la vie que j'ai aujourd'hui, je ne sais vraiment pas. Si j'avais le choix, j'aurais préféré ne pas survivre. De penser au suicide, je veux dire, c'est partie intégrante de mon quotidien. Je déteste le mot deuil. Je déteste le mot résilience. Puis pourtant, je suis quand même chanceux. T'sais. Je veux dire, j'ai pas de problème d'argent. J'ai la chance de vivre dans un condo adapté. Il y en a juste à avoir ça, là, c'est tellement compliqué. Des parents qui feraient absolument tout, tout, tout pour moi, là, c'est pas compliqué. J'ai un cercle social vraiment présent. Tu sais, je veux dire, je suis vraiment, vraiment, vraiment bien entouré. Et en plus, maintenant, je fais de la mise en scène pour m'amuser, me divertir. Et la mise en scène, c'est littéralement ce qui nous donne une raison de vivre. Parle-moi de ta fondation, ça s'appelle la Fondation 33. Oui, la Fondation 33 pour les 33 vertèbres du corps humain. Et puis, dans le fond, on organise des spectacles de cirque. Et avec les fonds amassés, on les redistribue en premier lieu aux blessés médulaires dans le besoin financier. Mais en général, quelqu'un qui va vivre qui va se déplacer en fauteuil roulant, il va avoir besoin là, que son domicile soit accessible d'abord pour accéder à la maison. Là. C'est sûr qu'il y a plein d'adaptations, puis dépendamment de la problématique puis de la lésion, ben c'est beaucoup de coûts. En fait, il y a des gens qui ont plus de chances que d'autres en lien avec la compagnie d'assurance là, qui pourra défrayer ces adaptations-là. Sinon, au Québec, quand même, il y a des programmes gouvernementaux qui donnent une aide financière pour l'adaptation. Là. C'est peu, puis il y a quand même beaucoup de délais d'attente. Écoute, quand moi j'ai parlé avec des gens dans les centres de réhabilitation qui sont tombés dans les escaliers, qui n'avaient pas d'assurance, qui sont sur le bien-être social, qui ont de la misère à avoir l'aide du gouvernement pour adapter leur maison. Donc, quand j'ai un peu vu à quel point il y avait des gens encore plus mal pris que moi, c'est là que ça m'a donné le dernier petit coup de pouce de dire « Ok, ben là, je fais de quoi pour aider, mais en plus, ça me donne un but. » Et quand je fais de la mise en scène, vraiment, là, c'est cool, ça me fait du bien. Je rencontre des gens, je me tiens dans le milieu. Et puis ça me force un peu à sortir de mon cocon. Donc, c'est un peu ma façon de m'accomplir en tant qu'artiste encore.
travailler les numéros, les transitions avec des gens. Évidemment, les artistes m'inspirent beaucoup. Je pense qu'il y a vraiment un côté naturel là, qui fait qu'on se renferme sur nous-mêmes quand on a peut-être un handicap. Mais c'est sûr que quand je fais de la mise en scène, ça me sort de là et c'est bien, très bien. Chantal Petitclerc est le modèle par excellence de